Abordons maintenant la gestion des approvisionnements. Les prévisions de production permettent de savoir quels sont les besoins en matières premières, en composants, en pièces détachées, à partir de la manière dont sont prévues la composition des produits à fabriquer. Le coût d'achat de ces différentes matières premières et composants comprend bien sûr le prix d'achat et les frais d'approvisionnement. Ça, vous le savez depuis maintenant quelques semestres. Mais la politique d'approvisionnement va au-delà de ces simples éléments. Simplement il y a, au-delà du coût d'achat, les frais de stockage des éléments achetés. Il faut des lieux de stockage, il faut des moyens divers et variés, dont des moyens humains. Il y a des frais administratifs d'approvisionnement qui se rajoutent encore à ce coût d'achat. Et puis, ne pas oublier que si vous avez sous-estimé l'importance de la demande, vos stocks n'est pas suffisant, les ruptures de stock, ça implique des coûts de non-vente entre autres. Optimiser la politique d'approvisionnement, c'est donc un élément qui est essentiel, puisqu'il y a un juste milieu à trouver entre d'un côté le risque de manquer et le coût qui va avec, et une surabondance qui amène des frais de stockage beaucoup trop importants. Alors si on regarde bien, lorsqu'on veut estimer le coût d'un stock, vous avez plusieurs grands éléments. Vous avez bien sûr le coût d'achat des éléments stockés, vous avez le coût de gestion des stocks. Très classiquement, dans le coût d'achat, vous avez retrouvé, comme on vient de le dire, le prix d'achat des différents éléments, ainsi que tous les frais d'approvisionnement qui l'accompagnent. Du côté du coût de gestion du stock, il y a deux points à regarder, le coût de possession de celui-ci, mais également l'éventuel coût de pénurie. Et donc c'est là qu'il y a l'arbitrage à mener. On a un modèle simple qui permet de travailler sur la gestion des approvisionnements. C'est le modèle de Wilson que vous avez certainement vu il y a quelques semaines en cours industriel. Il permet ainsi de faire un peu l'arbitrage entre ce qui est d'un côté notre fameux coût de possession d'un stock et l'autre le coût de passation de la commande. C'est un modèle à hypothèse plutôt simple qui considère que la consommation est régulière et que qu'on la connaît par avance avec certitude. Que dans ce modèle-là, la rupture de stock est quelque chose qui n'est pas envisagé. Que par ailleurs, le coût de passation d'une commande est fixe et que le coût de possession du stock, c'est une fonction avant tout de la quantité stockée et de la durée du stockage. Alors un stock graphiquement, vous vous rappelez, ça ressemble à ceci, un système un peu de vague avec des crêtes, où entre deux crêtes, c'est l'intervalle que l'on va avoir entre deux livraisons, et puis peu à peu, vous utilisez votre stock, celui-ci diminue très régulièrement avant que la prochaine livraison arrive, et donc le but est de ne pas arriver en rupture de stock, mais finalement de tirer la ficelle relativement loin pour se dire je vais avoir le moins de stock possible. Ainsi, en fonction du temps, on définit deux types de commandes et de stock, le stock maximum qu'on va appeler grand Q et puis le stock moyen qu'on appelle Q divisé par 2. L'idée du modèle, c'est que dès qu'on arrive à un stock qui devient inférieur à la moitié, c'est là où on passe la commande, un délai de livraison s'applique, appelé grand L, et puis ensuite la livraison a lieu. Alors donc ce modèle de Wilson nous permet d'obtenir la quantité économique qui minimise le coût du stock, qu'on appelle également la quantité optimale, ou qu'on appelle encore le lot économique. Je vais poser quelques petites abréviations pour la suite de notre vidéo. J'appelle petit m la consommation annuelle en quantité. Petit p, le coût d'achat d'une unité. Grand C indice petit s, le coût de possession d'une unité pendant une certaine période de temps. C indice petit l, le coût de gestion d'une commande, et grand Q, la taille d'une commande. Le nombre de réapprovisionnements par période, je peux le définir en disant c'est la consommation annuelle, petit m, divisé par la taille d'une commande. Par exemple, je consomme 10 000 kg de matières premières et j'achète à chaque réapprovisionnement 2000 kg. A priori, il faut que je fasse 5 achats, 5 réapprovisionnements de 2000 kg. Le coût de gestion d'une commande, je vais dire alors que c'est ce nombre d'approvisionnements, M divisé par grand Q, fois le coût de gestion d'une commande.
Le stock moyen, je vais le définir comme étant la taille d'une commande divisée par 2. Vous retrouvez la logique du diagramme en épi que nous avions vu tout à l'heure. Le coût de possession d'un stock, je dirais alors, c'est le stock moyen auquel j'applique le coût de possession d'une unité de matière première pendant la période. Et puis le coût total, alors, elle peut être défini comme étant la chose suivante. Ça sera une fonction de la quantité qui dépend à la fois du coût de gestion d'une commande et à la fois du coût de possession du stock. Donc le coût total de notre stock devient alors C indice petit l fois M sur Q plus C indice petit s fois Q sur 2. Pour rappel, voici la formule que l'on vient de déterminer pour notre fonction de coût de possession de stock. Cette fonction est une fonction en forme de U, cela la représente graphiquement. Elle est dans un premier temps décroissante, puis dans un deuxième temps croissante. Donc typiquement, elle passe par un minimum, et ce minimum est caractérisé par la dérivée de la fonction égale à 0. On va donc dériver notre fonction f de q. Donc f' de q, ça va être la dérivée en fait de deux fonctions qui s'additionnent, c indice petit l fois m sur q, q étant notre variable. La dérivée nous donne alors moins c indice petit l fois m sur q carré. L'autre partie de la fonction c'est c indice petit s fois q sur 2. La dérivée de q est égale à 1, ce qui nous fait cs sur 2. Lorsque l'on est au point minimum, donc la dérivée est égale à 0. Moi ce que je cherche c'est d'exprimer q, donc je passe un membre de chaque côté de l'égalité, ce qui me fait C indice L fois M sur Q carré égale C indice S sur 2. Je vais pouvoir sortir Q, ce qui nous donne alors la formule Q égale racine de 2 fois C indice petit l fois M divisé par C indice petit s. C'est la fameuse formule de Wilson qui nous donne la quantité optimale ou encore l'eau économique qui nous permet de minimiser le coût de nos stocks. On la complète généralement par le nombre de rapprovisionnements. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la consommation annuelle divisée par notre fameux lot économique. Si je remplace le lot économique dans cette petite formule, donc si je dis Q égale racine de 2 fois C indice L fois M divisé par C indice petit s, je me retrouve avec M que multiplie l'inverse de ce que nous avons sous la racine. Simplification par M, ça me fait CS fois M sur 2 fois C indice petit l. Voilà, quand je veux connaître maintenant le nombre de rapprovisionnements, j'ai directement cette formule. Voilà, je vous parle juste de la formule de Wilson. Il y a d'autres formules bien sûr qui existent, en partant du principe que on a par exemple de l'aléa dans les approvisionnements, qu'on prend en compte le coût de la rupture de stock, etc. Ça vous l'avez vu, c'était juste pour vous rappeler un peu ce que c'est. Les limites, c'est quand même que là on est face à des hypothèses qui sont fortes. Donc la consommation régulière dans l'année, ça veut dire que là, une production à caractère saisonnier marqué, risque de nous poser quelques problèmes. On part de l'idée que les demandes, les délais d'approvisionnement sont connus, qu'il n'y a pas de coup de pénurie, et on fait l'impasse sur tout ce qui est paramètres de négociation avec les fournisseurs. Donc là on n'a pas l'idée que l'on puisse réaliser des gains par des mises en concurrence, qu'on peut espérer des tarifs qui sont dégressifs parce qu'on augmente les quantités commandées, mais également que les délais de règlement de ces mêmes commandes vont avoir un indice sur le coût de possession du stock. Vous êtes financier, donc vous rappelez bien que si je paie cash ou si je paie à 2 mois, ça ne va pas avoir tout à fait la même incidence. Avec un délai de paiement, je fais apparaître pour moi une dette d'exploitation qui me permet de financer, entre autres, une partie de mon stock, etc. Donc c'est un outil intéressant que ce modèle de Wilson, mais à partir du moment où on est vraiment sur des productions standardisées, où l'environnement tant et technique qu'économique de l'entreprise est stabilisé, et à partir du moment où il faut commencer à être plus flexible parce qu'on est face à une demande
qui est diversifiée de sa clientèle, où on peut avoir des mouvements plus saccadés, plus saisonniers, ou simplement même une entreprise qui connaît depuis quelques mois ou quelques années de croissance, ce modèle de Wilson va certainement trouver des limites relativement fortes. Je vous remercie de votre écoute.